corrigé le premier gène de la colle, donc c'était un gène vraiment type concours 2015. Donc en gros, j'ai pris une maladie autosomique récessive, comme au concours de l'année dernière, donc la maladie de Crigler-Najjar, qui est une vraie maladie. Donc on nous dit dans le... Alors il y a tout un speech, hein, c'est vrai que l'énoncé était assez conséquent, mais justement c'est pour essayer de noyer l'information, parce qu'au concours c'est vraiment ça, il y a des informations qui sont importantes. Donc on vous dit que ça entraîne en fait une déficience de l'activité hépatique de la bilirubine glucuronidyltransférase, donc ça on s'en fout. C'est une enzyme du foie, bon, ok. Ensuite on vous dit quand même un truc qui est important pour la fin de l'exercice, que la maladie de Crigler-Najjar, il y en a deux types. Il y a la type 1, c'est qu'on a une activité enzymatique qui est nulle, et la type 2, où là on a une activité enzymatique qui est faible, mais qui n'est pas nulle, donc du coup, on peut imaginer que peut-être que ce sera une pathologie un peu moins lourde. Et d'ailleurs, on nous dit après que du coup, la maladie de type 1, elle ne s'améliorera pas sous phénobarbital, alors que la maladie de type 2, si. Du coup, ça veut dire qu'un sujet qui a atteint de la maladie de type 2, il a peut-être un peu plus d'espoir de guérison, ou du moins d'amélioration de son quotidien par traitement, que celui qui a atteint de type 1. Du coup, c'est bien parce qu'en fait, dans cet énoncé, enfin, dans cet exercice, vous allez réfléchir sur une pathologie, sur des traitements, du coup c'est quand même un peu plus médical, c'est pour ça que je trouvais ça un peu cool. Voilà. Après je vous parle du gène impliqué, etc. Ça c'est pareil, c'est pas du tout important. Même la présence sur le chromosome, etc. c'est encore pour noyer l'info. Alors, par contre on rentre dans le vif du sujet avec les mutations. Donc on nous dit que le patient qui est atteint de la maladie de Crigler-Najjar de type 1, il a la mutation M1. Donc la mutation M1 c'est quoi? C'est C279. CG, autrement dit, ça va être une substitution ici en position 279 de notre cystéine par une guanine. Donc là, c'est une substitution. Ensuite, pour la maladie de Crigler-Najjar de type 2, ça sera une délétion de 3 bases dans l'exon 5. Okay, et donc là, on a la figure, sur la figure numéro 1, on a donc, notre intron 4, notre exon 5, notre intron 5. On précise quand même que la première base codante, alors du coup comme d'habitude on précise, la séquence exonique c'est des majuscules, et tout ce qui est intronique ce sera en minuscules. Donc ça c'est juste un petit rappel, on a été gentil. Et du coup on vous précise quand même quelque chose qui est fondamental, que la première base codante de l'exon 5, ici, merde, ah oui là pardon, c'est la C256G. Donc première base codante en 256, ok. Et du coup, on a été aussi gentil quand même pour vous éviter de tout compter. On a également mis la dernière base codante de l'exon 5. Des études par PCR sont réalisées en utilisant des amorces hybridant avec les 15 bases les plus 3' de l'intron 4. Donc il faut bien imaginer à chaque fois 5', 3'. Et là, on nous dit 3' par rapport à l'intron. Du coup, ça va être toute cette partie-là. Donc on compte les 15 bases. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc une première amorce ici. Et on nous précise après, avec les plus 5' de l'intron 5. Donc là, c'est en 5' de l'intron. En fait, c'est un petit mécanisme, mais ce qui va être en 5' de l'intron, c'est ce qui sera en 3' de l'exon. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, donc déjà vous repérez vos amorces. La taille des fragments est exprimée en paire de base, ok. Et dans le cadre de cet exercice, l'enzyme de restriction Naj1, qui est ici, sera utilisée. Et donc son site de restriction, il est décrit sur la figure numéro 2. Donc c'est GTC-AGA, elle coupe à cet endroit-là. Et en fait, on va remarquer que du coup, ce site de restriction, il va apparaître une fois qu'on aura eu la mutation de la délétion de 3 bases, donc pour un CM2. Donc du coup, je vais laisser la place à Tiffany pour la première partie. Alors du coup, moi je vais faire les 4 premiers QCM. Donc on commence par le QCM 1. Donc l'exon 5 est composé de 50 codons et donc de 50 acides aminés. C'est simple, on compte tous les codons qu'on voit sur la figure. Et comme un codon c'est un acide aminé, il est juste. Ensuite pour la B, la partie codante de l'exon 5 ne commence qu'à partir de la méthionine, c'est faux, parce que du coup la méthionine qui débute la partie codante, elle est au niveau de l'exon 1. Donc pour la C, la figure numéro 1 représentant les introns, la séquence décrite ne correspond donc pas à celle de l'ARNM. C'est vrai, puisque on retrouve les introns et qui ne sont pas compris dans l'ARNM. Pour la D, si la protéine n'était constituée que de l'exon 5, sa masse relative serait de 5000 Dalton. C'est vrai parce que ce qu'on a vu avant, il y a 50 codons
Et pour trouver le poids moléculaire, on prend le nombre de codons qu'on multiplie par 100 et on trouve bien 50 000 daltons. 5000 daltons. Pour la E, la taille de la partie codante est comptée du premier exon au dernier exon, sans compter les introns. C'est faux parce qu'en fait la partie codante elle est entre la méthionine initiatrice et le codon stop. Donc on n'a pas forcément les exons en entier. Ensuite, donc pour la question 2, la A en C256-26 pourrait se trouver le site de branchement ou lasso. C'est vrai parce qu'on a vu dans le cours que le site de branchement du lasso, ça devait être une adénine et qu'elle était en avant du site accepteur. Donc le site accepteur est ici. Et donc on compte en moins 26, en fait ça nous donne 7 adénines, donc ça pourrait être le site du lasso. Et de C256-22 à C1501-19 se trouve le site de fixation de la Tata Binding Protein, ce qui permet l'initiation de la transcription de l'exon 5 du gène. C'est faux parce que la Tata Box, elle est la Tata Binding Protein, elle est en avant de l'exon 1. Pour la C en C256-2 et C256-1 se trouve le site accepteur d'épissage, c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce site-là. Ensuite, pour la D en C256-2 et en C256-1 se trouve le site donneur d'épissage. C'est faux puisque le site donneur d'épissage, il est en 5' des introns. Et pour la E, de C256 à C258, se trouve le site d'initiation de la traduction de l'ARN-M du gène. Et celle-là est fausse aussi parce que le site d'initiation de la traduction, elle se trouve au niveau de la méthionine initiatrice, donc encore une fois qui est au niveau de l'exon 1. Pour le QCM3, donc c'est à propos des cadres de lecture. Donc le cadre ouvert de lecture est unique, c'est vrai. Il n'y en a qu'un seul. Pour la B, il existe 3 cadres ouverts de lecture, c'est faux. Il existe 3 cadres de lecture tout court, mais il n'y en a qu'un seul d'ouvert. Ensuite, pour le cadre de lecture, en fait c'est simple, c'est exactement ce qui est dessiné au tableau. Donc comment on le sait, c'est que donc, le G ici, c'est la 256e base. Donc il y en a 255 avant. 255 divisé par 3, c'est bien un multiple de 3. Donc c'est le cadre de lecture, c'est donc GAG, ATG, AAA, ATC, etc. Le premier ATG de l'exon 5 est le site d'initiation de la synthèse de la protéine. C'est faux, encore une fois, c'est la méthionine initiatrice qui est au niveau de l'exon 1. Pour la B, la méthionine codée par le deuxième codon de l'exon 5 est la méthionine numéro 1 de la protéine, on parle de celle-là. C'est encore faux, elle est au niveau de l'exon 1. Pour la C, la délétion des 3 bases CAG de l'exon 5 aboutit à la délétion d'une glycine. C'est faux, du coup on va perdre une sérine. Et pour la D, le cadre de lecture est maintenu lorsqu'il y a une délétion de 3 bases, c'est vrai, c'est du court. Il faut qu'il y ait un multiple de 3. Et pour la E, après la délétion des 3 bases CAG, localement la séquence devient GTC-AGA. C'est vrai aussi, on enlève les 3 bases CAG et on voit bien que du coup ce C se met derrière le GT et le cadre de lecture est maintenu. Voilà. C'est bon? Ah! Je laisse la place à Jeanne. Ouais, du coup QCM5, au sujet des bases et des acides aminés. Question de CAG concernant 2 codons, les 2 codons seront délétés. Ça c'est ce que vous a expliqué en partie Tiffaine à la question précédente. Au final on n'a que 3 bases qui partent, certes elles sont sur les deux codons, mais le C qui va se mettre là, il va pas changer ce codon là, la valine elle va rester, donc du coup on va que avoir la sérine qui va être délétée. Item B, du fait de la délétion de CAG, un C devient la dernière base du nouveau codon, ce que je viens de vous dire. Item C, du fait de la dégénérescence du code génétique, le codon dont le C est délété code pour le même acide aminé, c'est une mutation silencieuse. Ça c'est du court, on n'a pas de changement d'acide aminé, c'est toujours une valine, mutation silencieuse. Item D, du fait de la délétion de CAG, un acide aminé est délété, le reste de la séquence est maintenu.
délétion de la sérine, on maintient le reste de la séquence parce que 3 bases, pas de changement du cadre de lecture, ouvert. Et item E, l'acide aminé délété est une tyrosine. C'est faux. En fait c'est faux. C'est une sérine. Alors, question 6 à propos de la PCR sur la séquence délétée. Là, on va vous demander quelle thèse auront vos amorces. Dans l'énoncé, on vous dit « Des études par PCR sont réalisées en utilisant des amorces s'hybridant avec les 15 bases les plus 3' de l'intron 4 et les 15 bases les plus 5' de l'intron 5. » Donc ça, c'est ce que Romain vous a expliqué tout à l'heure quand il vous a expliqué l'énoncé. Ça va être ici et ici. Donc après, on a juste à retrouver les bonnes. Et là, c'était les réponses A et E, je détaille pas. QCM 7, au sujet de la taille du ou des fragments obtenus après PCR. Là, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'il faut compter les amorces en fait. La PCR, la taille des bandes qu'on va obtenir en PCR, ça va être les amorces plus l'exon parce que la PCR c'est sur de l'ADN, donc intron plus exon. Donc chez un sujet homozygote normal, la taille est de 180, c'est vrai, parce qu'on a les 150 bases de notre exon, les 15 de l'amorce de l'intron 4 et les 15 de l'amorce de l'intron 5, 15 et 15, 30, plus 150, ça fait 180. Du coup, la B est fausse. Chez un sujet homozygote pour la délétion de CAG, ça veut dire que ces deux allèles vont être touchés, donc les deux bandes vont avoir la même longueur. Du coup, 180 moins les 3 de la délétion, ça fait 177, là c'est juste. Si le sujet il est hétérozygote maintenant, on a une bande qui va être normale, les 180, et l'allèle qui va être muté, moins 3, 177. Et du coup, la E est fausse parce qu'on n'a pas compté les amorces. C'est moi la 8 aussi ? Oui. Alors, QCM 8, pour étudier la délétion abordée précédemment, les auteurs utilisent l'enzyme de restriction NAGE1 sur le produit de la PCR, puis analysent la taille du ou des produits de digestion. Donc là, on rappelle NAGE1, son site de restriction, c'est ça. Et là, tout de suite, il faut remarquer qu'en fait, ce site de restriction, il apparaît que quand on a la mutation N2, GTC, AGA. Donc ça va couper ici. Et ça, il faut bien penser que ça n'existe plus quand on a M2. 1, 2. Donc item A, chez un sujet homozygote normal, la taille est de 180. C'est vrai parce que chez un sujet homozygote normal, il n'y a pas de site de restriction, donc nos deux bandes vont pas être, notre bande ne va pas être coupée en deux. Item B, c'est faux, on n'a pas compté les amorces. Item C, c'est faux parce que là les réponses elles ont été écrites comme s'il y avait un site de restriction alors qu'il n'y en a pas chez le sujet homozygote normal. Item D, chez un sujet homozygote pour la délétion de CAG 30 et 147, les 30 bases ça va être les 15 qui sont ici et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jusqu'à la moitié du site de restriction et les 147 jusqu'à la fin de l'exon avec l'amorce. Item E, chez un sujet hétérozygote pour la délétion de CAG, donc deux allèles différents, la taille est de 30, 147 et 180. Ça c'est vrai parce qu'on a notre allèle muté 30 et 147, ce que je vous expliquais à l'item précédent, et les 180 qui ne sont pas coupés parce qu'il n'y a pas de site de restriction. La note c'est moi ? Non, c'est moi. D'accord. Je laisse la place à Romain. Alors, donc QCM 9, le patient P1. Donc je vous ai mis une petite image d'électrophorèse en figure 3 qui n'est pas fondamentalement importante. Donc, il sert à rien. Donc le patient P1 est atteint de la maladie de Crigler-Najjar. Donc là on vous dit qu'il est malade. Il présente une bande unique après PCR, plus petite de 3 bases que celle observée chez un témoin normal. Ok. Alors, item A, le patient P1 présente sur chacun de ses allèles CN une délétion de 3 bases au niveau de l'exon 5. Ça c'est juste. Pourquoi? Parce qu'on nous dit au début, déjà on nous dit que le patient P1 il est malade, et on précise que c'est une maladie autosomique récessive. Autosomique, ça veut dire qu'elle va toucher des chromosomes non sexuels, et récessive, ça veut dire qu'il faut 2 allèles mutés pour que le sujet soit malade. Donc là, puisque P1 est malade et que la maladie est autosomique récessive, forcément, eh bien, il aura une délétion de 3 bases au niveau de l'exon 5. Ensuite, item B, le patient P1 est probablement homozygote pour la délétion CAG. Oui, puisqu'on sait que c'est cette délétion CAG qui entraîne la pathologie.
Item C, la synthèse de la protéine est abolie car il y a un décalage du cadre de lecture. Non, il n'y a pas de décalage du cadre de lecture, puisque la délétion est une délétion d'un multiple de 3, en l'occurrence 3. Donc du coup, le cadre de lecture est conservé, il n'y a pas l'apparition de codon stop, et donc la synthèse de la protéine va continuer après. Simplement, on a la perte d'un acide aminé. Item D, cette seule expérience est insuffisante pour déterminer la délétion homozygote de KAG. D'autres délétions de 3 bases étant possibles, bah ça c'est vrai. Au final, là, le sujet, on sait qu'il est malade. Donc il y a bien eu une délétion quelque part. Je suis attaqué. Par une licorne. Mais donc le sujet est malade, donc il y a bien une délétion quelque part. Mais il y a très bien pu avoir une délétion de 3 bases n'importe où dans la séquence. Donc on peut pas en être sûr à 100%, donc l'item D est juste. Et puis l'item E, la délétion de KAG permet la création de sites de restriction d'âge 1. Ça, Jeanne vous l'a déjà expliqué. Ici, on avait donc GTC, AGC. La mutation M2 fait qu'on a donc la délétion de CAG. La C ici, qui appartenait à la sérine, va se coller avec le GT. Du coup, on a conservation de GTC qui est la valine. Et ça crée donc le GTC AGA qui est le site de restriction sur lequel va agir NAGE 1. Donc ça, c'est juste. QCM 10. Le produit PCR du patient P1, observé figure 3, toujours, est digéré par l'enzyme NAGE 1. Après électrophorèse, on observe 2 bandes. Alors, j'ai quand même été gentil. Pour que ce soit un minimum clair, vu que c'était la première colle, j'ai précisé entre parenthèses que, en réalité, c'était 4 bandes, mais qu'on en avait 2 de 30 et 2 de 147. Pourquoi je vous explique ça? Parce qu'en fait, le sujet, comme il atteint la pathologie et que c'est une pathologie récessive, il doit être homozygote pour la délétion. Du coup, en réalité, pour chaque allèle, on a 1 de 30, 1 de 147, donc du coup, on en a 2 et 2. J'ai précisé entre parenthèses, normalement, ça ne sera pas précisé s'il y a un exercice de ce type sur le concours. Item A. Les 2 allèles de CN présentent une délétion de KAG. Oui, comme je viens de le dire, c'est une maladie récessive. Donc du coup, il faut qu'il y ait, comme le sujet est malade, il faut qu'il y ait la délétion sur les 2 allèles. Et puis en plus, c'est prouvé évidemment par le produit de la PCR, puisqu'on obtient 2 bandes, 30 et 147. Donc ça, Jeanne vous l'a expliqué également. La bande de 30, c'est les 15 bases ici de l'amorce, plus ce qu'il y a jusqu'à la première coupure au niveau du GTC inclus, donc ça nous donne 30. Et puis les 147, c'est ce qui va suivre après, donc de AGA jusqu'à la fin de l'exon, avec encore une fois les 15 bases de l'amorce. Item B, le site de restriction de NAGE 1 est absent des 2 allèles de CN. Bah non, justement, il est présent sur les 2 allèles de CN, puisqu'on a une coupure au niveau de ce site de restriction, puisqu'on a 30 et 147, donc ça c'est faux. Item C, un allèle présente un site de restriction de NAGE 1. Ben oui, parce que c'est même les 2. Item D, le site de restriction de NAGE 1 est absent d'un allèle de CN. Non, puisque s'il était absent d'un allèle de CN, dans ce cas on aurait S'il était absent d'un allèle de CN, on aurait une bande complète à 180. Ici, c'est pas le cas, donc c'est faux. Item E, le patient P1 présente la délétion de KAG sur un allèle de CN et une autre délétion de 3 bases sur l'exon 5 de l'autre allèle. Ça c'est faux, puisqu'on sait que P1 est malade. Encore une fois, la pathologie étant récessive, les 2 allèles sont forcément mutés. Donc c'est faux. QCM 11. Alors là, on va s'intéresser à un deuxième patient, le patient P2, qui est également atteint de la maladie de Crigler-Najjar. Et lui, après PCR, on obtient une bande de 39. On nous précise qu'on utilise les mêmes amorces. Alors, item A, le patient P2 est touché par la mutation M1. La mutation M1, on rappelle, c'est quoi? C'est ici, on a une substitution d'un C par G au niveau du codon TAC. Du coup, notre codon TAC devient TAG. TAG, qui correspond à UAG également, c'est un codon stop. Donc du coup ici, la synthèse protéique va s'arrêter. Ce qui explique la bande de 39, parce que si on ajoute nos 15 ici, base de l'amorce, avec tout ce qui suit ici, ça nous donne bien une bande de 39. Donc le patient P2 est touché par la mutation M1, oui, puisqu'on le vérifie ici en comptant les bases, on retombe bien sur 39, c'est ce qu'on nous donne dans l'énoncé, et puis les malades. La mutation M1 est une mutation faux sens, non. Par contre, la mutation M1 est une mutation non-sens, oui, parce qu'on a l'apparition d'un codon stop. Je rappelle, la mutation faux sens, c'est quand on a un changement d'acide aminé. Par contre, la mutation non-sens, c'est quand on a l'apparition d'un codon stop dû à une mutation. Item D, le patient P2 a subi sur sa séquence un décalage du cadre ouvert de lecture. Ben non, il n'y a pas eu de décalage, c'est une substitution. En substitution, on ne peut pas avoir de décalage du cadre de lecture. Par contre, il y a eu l'apparition d'un codon stop, donc ça c'est faux. Et puis enfin, l'item E, la protéine CN du patient P2 sera plus courte que celle du patient P1. Oui, pourquoi? Parce que le patient P1, lui, il a subi une délétion de 3 bases, ça n'a pas décalé le cadre de lecture, il n'y a pas eu l'apparition de codon stop, donc finalement on a un acide aminé en moins, mais la synthèse va continuer ensuite normalement.
Pour le patient P2, c'est autre chose, parce que lui, il a subi une substitution, donc normalement rien de grave, sauf que cette substitution provoque l'apparition d'un codon stop. Donc la synthèse protéique va s'arrêter, et donc la protéine sera beaucoup plus courte. Enfin, dernière question QCM12, donc là c'était plus tout ce qui est thérapeutique en lien avec la compréhension de l'exercice. Donc concernant le type de maladie et le traitement possible. Le patient P1 est atteint de la maladie de Crigler-Najjar de type 1. Non, pourquoi? Parce que le patient P1, il a subi une délétion de 3 bases. Il n'y a pas eu de décalage du cadre de lecture. Ça veut dire que la synthèse protéique est normale. Le patient P2, lui, il a eu l'apparition de son codon stop. Ça veut dire que si un codon stop, la protéine va être beaucoup plus courte. Et quand la protéine est beaucoup plus courte, les conséquences sont délétères, en tout cas plus graves pour le patient que si c'était une protéine de taille normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient P2 a une pathologie qui est plus grave que le patient P1. On sait que les deux patients sont atteints de la maladie de Crigler-Najjar. Ce qui veut dire que le patient P2 est atteint de la forme la plus grave de la maladie de Crigler-Najjar, c'est-à-dire le type 1, où on a carrément une absence de synthèse enzymatique, d'activité enzymatique. Et du coup, le patient P2 est atteint de la maladie de Crigler-Najjar de type 1, ça c'est vrai, puisque c'est la forme la plus grave. Le patient P2 est atteint de la maladie de Crigler-Najjar de type 2, non. Et du coup, au niveau thérapeutique, le phénobarbital améliorera la santé du patient P1, oui, puisque le patient P1, lui, il est atteint de la forme 2. La forme 2, c'est la moins grave, et on nous précise dans l'énoncé que le CN1 ne s'améliore pas sous phénobarbital, contrairement au CN2. Donc le phénobarbital améliorera la santé du patient P1, mais pas celle du patient P2. Voilà, bon courage!